Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 13 avril 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Maradi pour parler de ce grave incendie qui a ravagé une partie de l'autogare de la ville de Maradi. Selon des témoins joints au téléphone, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment des boutiques et des kiosques brûlés. Des témoins sur place parlent des dizaines de boutiques et kiosques. L'incendie s'est déclenché aux environs de 16 heures dans l'enceinte même de l'autogare centrale de Maradi. Pour le moment, les causes de l'incendie que vous voyez sur ces images ne sont pas encore connues. Une enquête sera certainement ouverte pour faire la lumière. Il faut préciser que c'est le deuxième incendie de l'intervalle de quelques semaines à l'autogare de Maradi. L'acteur de la société civile nigérienne interpellé depuis le jeudi dernier par la police judiciaire où il est gardé à vue, Ali Idrissa, et enfin du délai légal de sa garde à vue de 48 heures renouvelé. Donc le renouvellement a expiré ce lundi aux environs de 11 heures. Cette interpellation du coordinateur exécutif national du ROTAP, également directeur général du groupe de presse Labari, Ali Idrissa, est en lien avec ses activités de la société civile. Ces derniers jours, Ali Idrissa a publié régulièrement sur les réseaux sociaux pour condamner le détournement de fonds au ministère de la Défense nationale, mais aussi pour dénoncer l'incarcération de leurs camarades de la société civile qui croupissent dans les prisons civiles de la région de Tillabéri depuis le 19 mars 2020. Ali Idrissa devait être présenté au juge ce lundi 13 avril qui coïncide avec lundi de Pâques, donc il le sera en principe demain mardi 14 avril 2020. De son côté, sa défense se plaint des risques de contamination au coronavirus auquel son client est exposé. Nous y reviendrons donc plus en détail sur cette affaire. Parlons-en avec ce communiqué du collectif Tournons la page Niger qui s'indigne du placement en garde à vue de Ali Idrissa, coordinateur du ROTAP, pour des faits de diffamation dans le cadre du scandale de corruption au ministère de la Défense nationale. Depuis l'audit financier réalisé au sein du ministère de la Défense nationale ayant révélé de graves détournements de fonds sur le matériel militaire, la société civile s'était mobilisée en soutien aux forces de défense et de sécurité qui sont les premières victimes de ce détournement, les privant ainsi d'équipements militaires de qualité en période de guerre, mais également en dénonciation des principaux responsables. C'est dans ce double objectif, poursuit Tournons la page dans son communiqué, qu'avait été organisé le meeting du 15 mars 2020 qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été légalement interdit, a conduit à l'arrestation de 16 personnes, dont 6 qui sont toujours en prison aujourd'hui. Depuis, des mesures pour lutter contre le coronavirus ont été mises en place. Le communiqué du ministère de la Justice du 20 mars 2020, dont les mesures ont déjà été renouvelées, annonce ainsi la limitation aux situations d'extrême nécessité du recours à la garde à vue et à la dénonciation, notamment en ce qui concerne les infractions criminelles de terrorisme et de délits de troubles à l'ordre public. Fin de citation. Les accusations portant sur Ali Idrissa ne rentrent pas dans le cadre des situations d'extrême nécessité prévues dans cette mesure. Sa garde à vue est en violation même des restrictions prévues pour lutter contre la pandémie. Enfin, tournons la page la garde d'Ali Idrissa a pris fin depuis jeudi 9 avril 2000 a pris effet depuis le jeudi 9 avril 2020 à 11h. Les délais légaux de garde à vue au Niger sont de 48 heures renouvelables une fois. Ainsi, sauf si Ali Idrissa est présenté au procureur aujourd'hui avant 11h, il sera passé cette heure soit libre, soit en détention illégale. Aussi, le collectif Tournons la page Niger demande à travers ce communiqué la libération immédiate et inconditionnelle de Ali Idrissa, l'ouverture effective d'une enquête impartiale sur l'affaire des détournements au ministère de la Défense nationale,
la publication des résultats et la poursuite des personnes incriminées. Tournons la page demande aussi la libération des 6 acteurs de la société civile en prison depuis le 19 mars dernier, alors que les faits qui leur sont reprochés sont infondés. C'était là donc la substance du collectif Tournons la page fait à Niamey ce lundi 13 avril 2020, signé par le chargé à la communication Issa Garba. Parlons toujours des acteurs de la société civile nigérienne incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Mekol Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumela de la campagne Tournons la page, ainsi que le président du syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Hadj Sani Shekaro, qui vont passer leur 24e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars dont nous faisons allusion contre le détournement de plusieurs milliards au ministère de la Défense nationale le 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour justement exiger leur libération. C'est l'actualité à l'échelle mondiale. Le coronavirus qui continue ses dégâts dans les différents pays du monde. Ici au Niger, à la date du 12 avril 2020, 529 patients ont été déclarés positifs, dont 442 en cours de traitement, 75 personnes guéries et 12 décès malheureusement. Cette pandémie a causé d'énormes conséquences dans les différents secteurs, notamment l'économie qui a reçu des coups sérieux. Ainsi, dans un communiqué de presse en date du 9 avril dernier, Oxfam a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques liées à l'avènement de la pandémie Covid-19. Du coup, l'ONG international a élaboré un plan de sauvetage économique à hauteur de la crise et a initié un plaidoyer au plus haut sommet pour l'annulation des dettes des pays pauvres. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien que nous a accordé la directrice pays Oxfam Niger. Des mesures d'aide aux personnes et aux entreprises à mettre en place. Donc à ce niveau, Oxfam préconise 2 mesures. La première, c'est d'accorder des subventions directes aux citoyens, donc aux personnes, à monsieur et madame tout le monde, à travers le transfert de cash, pour que ces individus aient un pouvoir financier qui peut leur permettre de vaquer à leurs occupations, qui peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. La deuxième mesure s'adresse, elle, aux entreprises. Et là, il faut vraiment identifier les petites entreprises, celles qui n'ont pas un moyen d'être résilientes et qui peuvent peut-être ne pas forcément se réveiller et pouvoir continuer leurs activités après cette pandémie de coronavirus. La deuxième mesure, elle, est axée au niveau du pouvoir financier des pays. Parce que pour que les pays puissent transférer du cash aux individus, pour qu'ils puissent transférer du cash et appuyer les entreprises, il faudrait que ces pays eux-mêmes aient un moyen financier. Et cette mesure, justement, identifie 2 axes. Le premier axe, c'est de faire en sorte qu'il y ait suspension et annulation de la dette. Si vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, Oxfam et ses partenaires sont en train d'agir, en train de plaider au plus haut niveau pour que la dette des pays les plus pauvres soit annulée, pour que les pays les plus pauvres ne remboursent pas l'aide prévue en 2020, ce qui permettra à ces pays d'avoir quand même un souffle financier qui puisse leur permettre de faire face à cette pandémie de coronavirus. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, notamment au niveau du FMI, Oxfam est en train de préconiser pour qu'il y ait une facilité d'accès aux finances par les pays. Donc, il y a des mécanismes, par exemple, de droits de tirage spéciaux. Certains pays ont commencé déjà à en bénéficier. Donc, il est important que les FMI injectent à hauteur de 1 000 milliards de dollars pour permettre à ces pays d'avoir un souffle économique et faire face justement à la pandémie du coronavirus. La troisième mesure, c'est d'augmenter l'aide et dès maintenant. Les pays riches doivent immédiatement augmenter l'aide destinée aux pays pauvres. C'est vrai qu'ils sont affectés eux-mêmes, mais ce n'est pas une raison de ne pas continuer à appuyer les pays pauvres.
C'est cela qui peut permettre à ces pays de faire face aux problèmes de santé, aux problèmes d'économie, aux problèmes de mesures fortes en termes de sécurité alimentaire, mais aussi à lutter contre les violences basées sur les genres et sur les inégalités. Enfin, la dernière mesure, c'est d'instituer des impôts de solidarité d'urgence. Ces impôts de solidarité d'urgence sont des impôts spécifiques qui s'inscrivent dans le temps et qui vont permettre à l'État de mobiliser des recettes localement. Donc ces impôts visent, disons, les entreprises qui ne sont pas très affectées par le coronavirus, mais aussi des impôts sur les richesses pour pouvoir justement avoir un flot financier pouvant permettre aux États de faire face à cette pandémie. C'est un plan qui s'adresse à tous les pays pauvres et le Niger fait partie de cette catégorie. Donc en matière de réponse, je pense qu'il y a déjà des actions qui ont été entreprises, qui sont en cours, mais ce que nous pouvons conseiller, c'est surtout de faire un renforcement au niveau du système des filets sociaux. Il y a déjà un système de filets sociaux qui est en vigueur au Niger. C'est peut-être de faire une analyse de vulnérabilité pour identifier quels seront les bénéficiaires de ce système de filets sociaux. Parce que l'analyse qu'il y a eu quelques mois ne tient plus. Donc il y a une nouvelle donne qui est là, qui est factuelle, qui s'ajoute. C'est l'impact de cette pandémie. Donc il faudrait forcément refaire une analyse et cibler les personnes les plus vulnérables pour qu'elles puissent bénéficier de ces filets sociaux. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé la directrice pays Oxfam, Madame Sidi Assalama. Et puis, ce communiqué de presse du syndicat national des médecins spécialistes relatif au coronavirus. Le syndicat national des médecins spécialistes suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la crise sanitaire née du diagnostic du premier cas du Covid-19 à Niamey le jeudi 19 mars 2020. Le SMES tient à féliciter tous les agents de santé en général et les médecins spécialistes en particulier pour leur engagement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette maladie. Il les exhorte à persévérer dans la même lancée tout en leur demandant de redoubler de vigilance dans la prise en charge des malades compte tenu de la forte contagiosité de la maladie. Par ailleurs, le SMES déplore l'amateurisme du ministère de la Santé publique dans la gestion de cette crise sanitaire qui se traduit entre autres par le manque criard du matériel de protection individuelle ainsi que de matériel et stratégies d'acheminement de corps contaminés. Cette situation met en garde la vie des agents de santé, comme en témoigne la mise en confinement sans cesse croissante des dizaines d'agents ainsi que la contamination de plusieurs autres dans les différentes structures sanitaires. Le syndicat national des médecins spécialistes demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour permettre aux camarades d'exercer leur métier dans les règles de l'art. Le SMES appelle également la population au respect des règles de barrière afin de sauver leur vie et celle des vaillants agents de la santé qui s'attellent nuit et jour pour le bien-être de tous. Enfin, le syndicat national des médecins spécialistes présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux malades qu'Allah le Tout-Puissant sauve le Niger. C'était là donc le communiqué de presse du syndicat des médecins spécialistes. Une frange de la population nigérienne exposée au risque de contamination au coronavirus, ce sont les enfants qui errent tout au long de la journée dans les rues de Niamey, notamment les enfants en talibé. Une situation qui a amené le coordinateur de l'ONG CONID Niger d'interpeller les autorités pour prendre en compte cette question. Reportage Areta Salah, Abokar Souley. Face à cette pandémie du coronavirus, seul le respect des consignes de prévention permet d'arrêter la propagation. L'observance de ces consignes de prévention est donc impérative pour tous les Nigériens. Mais les enfants de la rue et les talibés déambulent dans les rues sans aucune protection contre cette maladie Covid-19. C'est pourquoi le président de la coalition des ONG nigériennes de défense des droits de l'enfant connu du Niger interpelle le gouvernement sur la situation de ces enfants. Il appartient à l'État de prendre toutes les mesures idoines pour protéger les enfants face à une crise de cette envergure-là. Mais peut-être avant de parler de l'État, il faut parler de la première chaîne de protection qui est la famille. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a décrété la fermeture des établissements scolaires
Et dans le communiqué gouvernemental, il a été clair, il appartient aux parents de garder les enfants. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, avec la fermeture des écoles, certains parents n'ont pas encore mesuré le danger auquel les enfants sont exposés et auquel eux-mêmes ils vont être exposés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, notre préoccupation est grande, surtout par rapport aux enfants qui vivent dans la rue. Ce sont des enfants qui n'ont aucune attache familiale. Mais l'autre catégorie d'enfants, c'est également les enfants talibés et les enfants mendiants. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, compte tenu, par exemple, de leur mobilité, c'est des enfants qui font le porte-à-porte pour quémander. Notre appel à l'endroit du gouvernement, c'est de décréter en tout cas la fermeture de ces écoles coraniques-là au niveau des grandes agglomérations. C'est également de faire en sorte qu'il y ait 0 enfant dans les rues. Faire en sorte que les enfants soient pris dans les rues et rechercher leur famille, les retourner en famille. M. Sidikou Moussa, au nom de la CONID, dit être disposé à accompagner l'État dans la protection de ses enfants. Depuis la confirmation du premier cas du Covid-19 au Niger, précisément au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, les autorités multiplient les actions visant à prévenir la propagation de cette maladie. Les cibles des autorités au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Niamey pour les actions, ce sont les lieux publics, nous rapportent Nafisa Zakou et Abouakar Soleil dans ce reportage. Suite aux mesures préventives prises par le gouvernement nigérien pour lutter contre le Covid-19, les actions se multiplient au niveau des arrondissements communaux de la ville de Niamey. Plusieurs séries de sensibilisation et des mesures d'hygiène et d'assainissement dans les différents quartiers et marchés sont entreprises par les autorités du premier arrondissement communal Niamey 1 pour mieux édifier la population sur la nécessité de respecter les mesures prises par les autorités. Le président de la délégation spéciale nous a réunis pour nous dire 1. Sensibiliser la population pour qu'elle respecte les mesures prises par les autorités. Pour cela, nous avons donné un appui pour toucher les différentes radios communautaires au niveau de la ville de Niamey et particulièrement chez nous, par exemple, nous avons la radio Goudel, la radio communautaire Goudel, et réunir les différents chefs traditionnels pour qu'on puisse le même langage par rapport aux mesures prises par les autorités. 1. Croire à la maladie d'abord, l'existence même la réalité de la maladie, et maintenant sensibiliser les populations pour qu'ils puissent appliquer non seulement les mesures prises par les autorités, mais aussi les règles d'hygiène ordinaires dont nous connaissons. Et aussi, au niveau de l'arrondissement communal 1, nous avons pris un certain nombre de dispositions dictées par le président de la délégation spéciale de Niamey. D'abord, nous avons placé un dispositif, peut-être vous allez voir à la porte, nous avons placé un dispositif, tout celui qui va rentrer, il va laver ses mains. Il y a des gels et il y a des désinfectants. Et au niveau de différents services, que ce soit les sièges de la commune, de l'arrondissement communal et au niveau de nos différents annexes, chaque matin, au moins deux fois, on va les désinfecter. Nous avons des produits. En dehors de ça, les différentes places publiques, telles que les places publiques dont vous connaissez, et les marchés, chaque jour, on sillonne une fois, deux fois pour désinfecter les différents marchés et les places publiques. Et nous sensibilisons la population et particulièrement ceux qui sont directement en contact avec la population, tels que les vendeurs, tels que les boutiquiers, pour qu'ils puissent appliquer les règles d'hygiène nécessaires. Mais rien d'autre que le lavage, même juste de l'eau, avec les savons, avec les gels, etc., etc. Il revient donc aux leaders religieux et autres leaders d'opinion de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sensibiliser davantage la population sur les mesures prises afin de se mettre à l'abri du coronavirus et de stopper sa propagation. Cette maladie déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS fait des centaines de morts dans le monde chaque jour que Dieu fait. Une nouvelle mesure qui est entrée en vigueur ce week-end ici à Niamey pour prévenir la propagation de cette pandémie, c'est le port obligatoire des bavettes, notamment dans le lieu public. Une de nos équipes a fait le point pour constater. Je propose de suivre ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Domi.
À partir du samedi 11 avril 2020, port obligatoire des bavettes et autres gargets pouvant protéger le nez et la bouche. Cette décision concerne plusieurs lieux publics, parmi lesquels figurent les transports urbains. C'est le communiqué du président de la délégation spéciale de Niamey qui circule sur les réseaux sociaux. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les syndicats de conducteurs urbains. On nous a dit d'abord de ne pas prendre les 4 clients. On nous a obligés de prendre les 3 clients. Nous n'avons pas discuté, nous avons accepté ça. Encore un deuxième couvre-feu de 19h encore. Nous avons encore respecté ça. Maintenant, le troisième, le plus pur maintenant. On nous demande maintenant de nous protéger. Et sans ces protections-là, maintenant, on va nous verbaliser. Ou bien si même je comprends, si je vois un client au bord du goudron, il ne s'est pas protégé, je n'ai pas le droit de le prendre. Mais attendez d'abord. Le président délégué spécial, la population de Niamey aujourd'hui, nous sommes à 1 300 000. Nous, le conducteur de taxi, c'est avec ces clients qu'on se débrouille. Quand on veut prendre des mesures dans un secteur, il faut associer les responsables, tous les leaders de ce secteur. Nous avons vu des mesures, un chapelet de mesures dans son communiqué. Il y a une mesure qui nous concerne, celui des ports obligatoires, des bavettes, des chauffeurs de taxi, des FABA, leurs apprentis, et y compris nos passagers. En tant que responsables, nous, toute mesure qu'on va prendre, ou toute décision qu'on va prendre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, elle est salutaire si c'est pour nous prévenir ou nous épargner de ça. Face à cette situation, les responsables des syndicats invitent les autorités. Avec ces mesures-là, vraiment, nous avons des problèmes sérieux. Un taximan peut rouler de 7h à 19h. Il n'a même pas eu 6 000 à 7 000. Mais par comment nous allons verser les 8 000 de patrons, en même temps encore 20 000 de carburant? Non, ça c'est impossible. C'est pourquoi maintenant nous attirons l'attention du délégué spécial. Nous sommes prêts à respecter votre mesure et vous aussi, il faut être prêt de prendre en charge les 1 300 000 populations de Niamey pour leur protection. Il va falloir que les autorités tirent les oreilles de ces policiers pour leur dire qu'ils doivent travailler dans le sens d'abord d'expliquer aux populations. Aujourd'hui, on a pris une décision sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les taximans qui ont des Android. Ce n'est pas tous les taximans qui savent lire et écrire. Hein? Donc, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Actuellement, on dit que ça commence samedi, ça veut dire demain. Il y a beaucoup de taximans, bon nombre de taximans qui ne sont pas au courant. C'est pourquoi il est bon de nous impliquer, de nous informer. Parce que nous avons nos moyens de communication traditionnels. En dehors de ces conducteurs, la population de Niamey demande également aux responsables de la ville de Niamey quelles sont les mesures prises afin de rendre accessibles les bavettes ou autres gargets pour se protéger contre cette maladie dont Niamey est l'épicentre. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Comme annoncé, c'est un entretien que nous a accordé la directrice pays Oxfam, Madame Sidi Assalama. C'est un entretien qui porte sur le plan de sauvetage économique à hauteur de la crise initiée et un plaidoyer du moins initié par Oxfam au plus haut niveau pour demander l'annulation des dettes des pays les plus pauvres. Très bonne réception. Je pense qu'il n'est pas utile de rappeler aujourd'hui que la pandémie du coronavirus Covid-19 est le défi numéro 1 auquel la Terre entière est en train de faire face. Ce virus, malheureusement, depuis quelques mois, est en train d'affecter le monde entier sans distinction de statut, donc les pays pauvres comme les pays riches, les populations pauvres comme les populations riches. Et depuis quelques mois, et à juste titre, les pays sont en train de prendre des mesures pour pouvoir atténuer son impact, pour pouvoir atténuer et arrêter la propagation de ce virus, ce qui est tout à fait légitime. Néanmoins,
ces mesures ne sont pas sans impact économique sur certaines populations, notamment les plus vulnérables. Donc, en ce sens, l'impact de ce virus, de cette pandémie, est en train d'affecter les populations de manière différente et les pays de manière différente. Il risque d'y avoir une véritable récession économique si rien n'est fait. Et les pays qui vont le plus en souffrir sont les pays pauvres, les pays de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et les pays de l'Afrique du Nord, qui sont déjà fragilisés malheureusement pour certains par une crise alimentaire qui affecte leur population, par une situation de conflit qui affecte aussi leur population. Par exemple, en Afrique subsaharienne, au Sahel, 19,1 millions de personnes sont déjà en besoin de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Niger, selon le plan de réponse humanitaire qui avait été lancé au mois de février passé, les populations en besoin de sécurité alimentaire et nutritionnelle étaient de 1,8 million. Donc c'est juste pour dire que ce virus, malheureusement, affecte les populations à un moment très difficile, sans compter la période de soudure qui s'annonce. Et comme vous l'avez dit, si rien n'est fait, 500 millions de personnes, soit 6 à 8% de la population supplémentaire, risquent de basculer dans l'état de pauvreté. 25 millions de personnes risquent de perdre leur emploi. Et ça, ce sont des données de l'Organisation internationale du travail. Et si rien n'est fait, il y aura un recul dans la lutte contre la pauvreté de 10 ans, voire de 30 ans pour certains pays en voie de développement. Donc voilà ce que je peux dire déjà pour partager les constats. Et ce sont des constats, en réalité, qu'Oxfam a tirés des analyses qui ont été déjà faites par certaines institutions comme la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail, les Nations unies, mais aussi des recherches qui ont été faites par certaines universités britanniques et américaines. Alors, donc, Oxfam est en train de tirer la sonnette d'alarme pour qu'il y ait action immédiate et urgente, pour ne pas permettre de constater une récession économique à l'image de 2008, sinon certains médias déjà disent à l'image de la récession économique de 1929. Et Oxfam préconise, recommande de mettre en œuvre un plan de soutien économique pour tous. Ce plan de soutien économique pour tous est axé autour de quelques mesures que je m'en vais vous citer. Il y a des mesures d'aide aux personnes et aux entreprises à mettre en place. Donc à ce niveau, Oxfam préconise 2 mesures. La première, c'est d'accorder des subventions directes aux citoyens, donc aux personnes, à monsieur et madame tout le monde, à travers le transfert de cash, pour que ces individus aient un pouvoir financier qui peut leur permettre de vaquer à leurs occupations, qui peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. La deuxième mesure s'adresse, elle, aux entreprises. Et là, il faut vraiment identifier les petites entreprises, celles qui n'ont pas un moyen d'être résilientes et qui peuvent peut-être ne pas forcément se réveiller et pouvoir continuer leurs activités après cette pandémie de coronavirus. La deuxième mesure, elle, est axée au niveau du pouvoir financier des pays. Parce que pour que les pays puissent transférer du cash aux individus, pour qu'ils puissent transférer du cash et appuyer les entreprises, il faudrait que ces pays eux-mêmes aient un moyen financier. Et cette mesure, justement, identifie 2 axes. Le premier axe, c'est de faire en sorte qu'il y ait suspension et annulation de la dette. Si vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux, depuis 2 jours, Oxfam et ses partenaires sont en train d'agir, en train de plaider au plus haut niveau pour que la dette des pays les plus pauvres soit annulée, pour que les pays les plus pauvres ne remboursent pas l'aide prévue en 2020, ce qui permettra à ces pays d'avoir quand même un souffle financier qui puisse leur permettre de faire face à cette pandémie de coronavirus. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, notamment au niveau du FMI, Oxfam est en train de préconiser pour qu'il y ait une facilité d'accès aux finances par les pays. Donc, il y a des mécanismes, par exemple, de droits de tirage spéciaux. Certains pays ont commencé déjà à en bénéficier.
Donc, il est important que les FMI injectent à hauteur de 1 000 milliards de dollars pour permettre à ces pays d'avoir un souffle économique et faire face justement à la pandémie du coronavirus. La troisième mesure, c'est d'augmenter l'aide et dès maintenant. Les pays riches doivent immédiatement augmenter l'aide destinée aux pays pauvres. C'est vrai qu'ils sont affectés eux-mêmes, mais ce n'est pas une raison de ne pas continuer à appuyer les pays pauvres. C'est cela qui peut permettre à ces pays de faire face aux problèmes de santé, aux problèmes d'économie, aux problèmes de mesures fortes en termes de sécurité alimentaire, mais aussi à lutter contre les violences basées sur les genres et sur les inégalités. Enfin, la dernière mesure, c'est d'instituer des impôts de solidarité d'urgence. Ces impôts de solidarité d'urgence sont des impôts spécifiques qui s'inscrivent dans le temps et qui vont permettre à l'État de mobiliser des recettes localement. Donc ces impôts visent, disons, les entreprises qui ne sont pas très affectées par le coronavirus, mais aussi des impôts sur les richesses pour pouvoir justement avoir un flot financier pouvant permettre aux États de faire face à cette pandémie. Ce plan de sauvetage est adressé à tout le monde. C'est un plan qui s'adresse à tous les pays pauvres et le Niger fait partie de cette catégorie. Donc en matière de réponse, je pense qu'il y a déjà des actions qui ont été entreprises, qui sont en cours, mais ce que nous pouvons conseiller, c'est surtout de faire un renforcement au niveau du système des filets sociaux. Il y a déjà un système de filets sociaux qui est en vigueur au Niger. C'est peut-être de faire une analyse de vulnérabilité pour identifier quels seront les bénéficiaires de ce système de filets sociaux. Parce que l'analyse qu'il y a eu quelques mois ne tient plus. Donc il y a une nouvelle donne qui est là, qui est factuelle, qui s'ajoute. C'est l'impact de cette pandémie. Donc il faudrait forcément refaire une analyse et cibler les personnes les plus vulnérables pour qu'elles puissent bénéficier de ces filets sociaux. Au-delà, nous préconisons un transfert de cash. Alors, un transfert de cash, utiliser par exemple les téléphonies mobiles aujourd'hui, qui sont des moyens sûrs et qui sont des moyens qui justement ne feront pas en sorte de regrouper des populations pour pouvoir justement éviter la propagation du virus. Mais aussi, pourquoi pas agir au niveau non seulement de téléphonie mobile, mais aussi des institutions de microfinance, pour que pendant cette période-là, qu'elles revoient les commissions. Parce que chaque fois qu'il y a des transactions de transfert de cash, il y a aussi des commissions qui sont payées. L'État peut faire en sorte que ces commissions-là soient réduites. Pourquoi pas annuler pendant un certain temps pour permettre au maximum de populations vulnérables de pouvoir bénéficier de ce cash. C'est juste quelques mesures, je suis convaincue qu'il y en a d'autres, mais voilà ce que nous pouvons, je dirais, préconiser pour l'instant. Il y a une couche qui est très affectée, ce sont les femmes. Les femmes sont affectées par la pandémie de coronavirus pratiquement plus que toutes les autres couches. Parce que l'expérience prouve à travers le monde que la majorité du personnel médical est composé de femmes. Sans compter qu'au niveau des foyers, ce sont ces mêmes femmes qui subviennent, disons, aux besoins et qui sont aussi responsables, n'est-ce pas, du volet prise en charge des soins. Donc les femmes sont très affectées. Dans certains pays, par exemple, ces femmes sont en majorité dans le secteur informel. Et je vous disais tout à l'heure que le secteur informel est affecté. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi. Et malheureusement, parmi ces femmes, il y a aussi des femmes chefs de ménage. Ce que nous constatons, qui est très déplorable, malheureusement dans tous les pays, c'est aussi les violences basées sur les genres. Malheureusement, ces violences basées sur les genres sont en train d'augmenter de manière exponentielle. Et les premières victimes sont les femmes et les enfants. Donc voilà en quoi les femmes constituent justement une cible, ou je dirais une victime très vulnérable de cette pandémie. Oxfam est avant tout un acteur humanitaire. C'est vrai que nous sommes dans le plaidoyer parce que nous estimons que c'est à travers le plaidoyer que certaines décisions peuvent se prendre, mais nous sommes aussi un acteur humanitaire. Depuis déjà quelques semaines, nous sommes en train de chercher
de mobiliser des ressources pour pouvoir appuyer l'État du Niger à faire face à cette pandémie. Nous sommes présents dans 2 sous-commissions. La sous-commission communication au niveau national et la sous-commission prise en charge, notamment dans le volet eau, hygiène et assainissement. Donc nous appuyons techniquement à travers ces 2 sous-commissions. Nous sommes en train de revoir tous nos projets pour intégrer, là où c'est possible, des activités de riposte Covid. Et cela fait pratiquement 2 semaines que toute une équipe est de manière quotidienne en train d'élaborer des propositions de projets et mobiliser des ressources. Et nous sommes optimistes que très bientôt, avec l'appui de nos bailleurs, en partenariat avec, disons, toutes les couches, je dirais tous les partenaires au niveau central et au niveau des concentrés, nous sommes convaincus que nous allons venir à bout de cette pandémie. Le message que je vais lancer à l'endroit de tous les citoyens, c'est de respecter scrupuleusement toutes les mesures édictées par l'État. Ces mesures sont quelquefois contraignantes, mais elles sont utiles. La pandémie de coronavirus est en train d'affecter tous les pays. Les plus puissants du monde aujourd'hui sont en train d'enregistrer des milliers de morts par jour. Il est extrêmement important que tous les citoyens, au niveau urbain comme au niveau rural, respectent scrupuleusement les différentes mesures édictées par le ministère de la Santé publique. Se laver les mains fréquemment, quand on tousse ou qu'on éternue, utiliser son coude. Quand on a des symptômes tels que la fièvre, la toux, l'angine, appelez le 15. Et surtout, respecter la distanciation d'au moins 1 mètre. Cela est extrêmement important. Il y va de la vie des individus, il y va de la vie de tout le monde.